Alors, nous allons passer à l'exposé suivant, donné par un duo, Kimurgi-Beaulieu, sur 30 ans de collaboration internationale pour la chirurgie francophone. Est-ce que je peux poser encore une question à Denis Mukwege, Albert-Claude Benamou? Chers collègues, notre collègue doyen de la faculté de médecine de Niamey, au Niger, Rachid Sani, qui est membre de l'Académie de chirurgie, comme nous tous, a une initiative formidable qui est celle de l'organisation de la formation des médecins généralistes de district dans le cadre universitaire pour leur donner une compétence chirurgicale sur les grandes urgences ou les grands problèmes, en particulier la césarienne, bien sûr, mais véritablement qualifiés avec un certificat universitaire. Est-ce qu'au Congo, en RDC, vous seriez en mesure, avec le doyen, avec vos doyens, d'organiser avec l'université ces formations, avec bien sûr le soutien de la chaîne de l'espoir et des autres ONG qui veulent vous aider, bien sûr? Je crois que c'est dans ces cadres que nous travaillons déjà avec l'université d'Angers et l'Académie des chirurgies pour pouvoir donner un diplôme à la fin et une évaluation qui pourrait être faite par des experts internationaux, permettre à ce que ces médecins généralistes puissent avoir un diplôme qui assure vraiment qu'ils sont capables de pouvoir faire cette chirurgie d'urgence obstétricale sans problème. Et je crois que toute collaboration est la bienvenue. Merci. Bon, Monsieur le Président, très honorable invité d'honneur, chers collègues, chers amis, on m'a demandé de traiter avec un titre 30 ans de collaboration internationale, donc j'ai pris 30 années, pour la chirurgie francophone. Alors, d'abord, je voudrais dire un petit mot sur ces rencontres qui ont été un événement très important parce qu'il y avait quand même quelques doutes sur ces rencontres. Et on peut dire que ça a été un très grand succès. Ça a eu lieu il y a à peu près un mois. Et cette magnifique initiative, eh bien, elle a grandement bénéficié de Zoom webinaires puisque pratiquement, de par le monde, tous les gens pouvaient être en contact en temps réel, que ce soit en Chine, que ce soit à Chicago ou en Amérique du Sud. Et l'amphithéâtre était absolument plein et je suis très heureux qu'il y ait dans un an de nouvelles rencontres, les deuxièmes rencontres. Et donc, merci à l'ANC. Je crois que ça sensibilisait beaucoup de chirurgiens au fait qu'il y a aussi une chirurgie francophone. Alors, très rapidement, au début des indépendances, fin des années 50, création d'un ministère de la coopération, avec deux secteurs prioritaires, l'éducation, la santé. L'objectif, c'était en gros la poursuite des soins qui se faisaient les décennies précédentes par des soignants. Quand j'entends soignants, c'est du médecin jusqu'aux infirmiers. Coopération médicale, institutionnelle, parce que des crédits de la France et peut-être d'autres pays francophones, présentielle, parce que c'était reposé sur des assistants techniques, permanentes, francophones, et surtout, les soins étaient gratuits. Au début du XXIe siècle, la coopération bilatérale institutionnelle a pratiquement disparu. Le dernier assistant technique sur le terrain a quitté en 2015. C'était le conseiller du recteur au Cambodge. Il y a de nouvelles modalités qui reposent essentiellement sur les ONG depuis 80 à 90, surtout en situation de chirurgie catastrophe, de guerre. Alors bien entendu, il y a les OPEX qui sont là pour le coup vraiment institutionnels, et puis toutes les ONG. Et puis aussi, il y a des missions de chirurgie très spécialisées, chirurgie cardiaque, fente labiopalatine, lèpre. Les financements sont soit privés, des donations, soit des aides européennes et internationales.
Je parlais, en ce qui concerne mon expérience personnelle, il y avait encore 3000 soignants, encore une fois, de médecins aux infirmiers. En 79, je vous conseille de lire le rapport du docteur Morange en 2006, quand j'ai pris mon premier poste d'AT comme chef des services chirurgicaux à l'hôpital central de N'Djamena. Nous étions alors sur le pays à peu près 80 soignants pour la coopération française, comme on disait à l'époque. Les chiffres ont rapidement chuté à partir de 94 pour plusieurs raisons. Dévaluation du franc CFA, retour des spécialistes nationaux, ce qui est quand même le but de la coopération, démographie et urbanisation galopante, et puis surtout, en France, disons, baisse des moyens financiers, déficit, etc. Je ne m'étendrai pas. À l'hôpital central, il y avait, à l'époque, quand je suis arrivé, 2 internes français, dont 2 internes de Paris d'ailleurs. Et puis très rapidement, les Tchadiens ont demandé que ce soit des assistants tchadiens, donc il n'y a plus d'internes. C'est pour vous raconter un peu l'évolution. Et en 89, je suis resté là-bas 7 ans, le chef de service en 89 était donc un Tchadien. Donc vous voyez l'évolution. Surtout, il y a eu dans l'esprit de beaucoup de développeurs et décideurs, la santé s'est divisée en 2. Les soins laissés au ministère, c'est-à-dire en gros les soins chirurgicaux, médicaux, obstétricaux et tout. Et puis les gens, puisque la santé devenait mondiale, internationale, s'occupaient de la santé, avec des conférences comme à Almata, comme à Bamako. Alors il y a eu 2 grands derniers projets universitaires en 95, un à Madagascar, l'autre au Cambodge, et c'est surtout celui du Cambodge dont je parlerai. Donc très rapidement, une carte du Cambodge. Ah pardon, je me suis trompé. Hop. Alors, la médecine cambodgienne, elle a commencé assez tardivement, beaucoup plus tard qu'à Hanoï, puisque près de 50 ans plus tard, l'école de médecine, puis la faculté de médecine a été créée. Mais ça a été très rapide, parce qu'il y avait déjà un certain nombre de médecins qui avaient été formés à Hanoï ou même carrément à Paris. Vous voyez qu'en 75, le corps professoral Khmer, c'était 19 professeurs, dont 4 en chirurgie et 4 professeurs français. 431 thèses, la dernière, quelques jours avant le 17 avril. Ça se passait dans une faculté qui ressemble étrangement à l'université Rockefeller à Lyon. Malheureusement, cet élan formidable a été arrêté le 17 avril 1975 avec ce qu'on appelle la période Khmer Rouge, le Kampuchea démocratique, avec une citation de ce livre, le Pol Pot régime. Il y avait 531 médecins, en comptant les médecins qui avaient été formés avant ceux qui ont été formés à la faculté du Cambodge. Il restait 42 médecins survivants. C'est un peu du fait de cette situation. Alors j'aime beaucoup de cette photo parce que c'est un symbole. La flèche rouge représente 21 années, c'est déjà pas mal, entre les thèses passées avant 1975, et après, il y en a eu à peu près 2000. Donc la flèche rouge, c'est une rupture de 21 ans, parce que la faculté a rouvert en 1980, mais il n'y avait pas de professeurs. Les professeurs avaient été assassinés, et certains étaient partis en France. Et vous voyez qu'actuellement, on passe des thèses, ça a été un peu diminué à cause du Covid, comme partout. Alors cette coopération qui a repris d'abord, puisque c'était le Vietnam et les pays de l'Est, entre 79 et 89, ils ont fait un très gros travail, associé un peu et surtout avec la coopération internationale jusqu'en 93, et une coopération institutionnelle, alors qu'elle avait pratiquement disparu en Afrique, a débuté entre 93 et 95 au Cambodge. Et puis maintenant, la coopération internationale. Alors le projet, c'est l'espace hospitalo-universitaire Calmette. En 95, le projet s'est déplacé essentiellement à la faculté de médecine, d'abord sur le 2e cycle, et surtout, je pense surtout pour des raisons de moyens humains et de moyens financiers, c'est centré sur le 3e cycle, et ça a été un bon choix. Le chef, ça avait été décidé par le recteur de l'époque et le professeur Jean-Jacques Santini, qui était le conseiller du recteur. Alors très rapidement, en 2010, il y a eu la réforme du DFMSA qui a succédé à l'AFS, FSA, pour des postes FFI. En 2011, le DES de chirurgie générale que j'avais mis en place en 97, ça c'est c'est devenu 6 spécialités. Puis on a rajouté d'autres spécialités. En 2020, actuellement, il y a 22 spécialités à l'USS. Ça, c'est une photo de la première promotion en 2000, avec, vous voyez, au milieu
le professeur de Chavannes qui présidait cette séance, de part et d'autre, Jacques Beaulieu et moi-même, et les premiers diplômés FFI, la plupart sont d'ailleurs devenus professeurs. C'est une photo de juin 2000. On avait rapporté ça à une communication qui avait été faite à l'Académie de chirurgie pour savoir si ce modèle cambodgien était une expérience unique ou un modèle. Le nombre de diplômés en 2020, vous voyez, rien que pour la chirurgie, parce que toutes les autres spécialités sont faites, sont enseignées, 238 pour la chirurgie. Donc vous voyez, on est passé à 238. Tous sont retournés au Cambodge, à une ou deux exceptions près, avec une position professionnelle connue, et certains, ce que je vous ai dit, sont devenus professeurs. Là, c'est une photo d'une promotion de 2003, la deuxième promotion qui entoure le roi Sihanouk et le conseiller de l'époque, le professeur Carayon. Et puis en bas, vous avez en 2019, ce n'est plus une vingtaine qui partent, mais ce sont près de 90. On marque d'ailleurs qu'il y a une évolution dans la tenue, peut-être parce qu'ils avaient mis la cravate, qu'ils étaient au Palais Royal. Enfin, vous voyez, la tenue a un peu changé entre 2003 et 2019. Alors les premiers résultats, c'est la reconstitution d'un corps de chirurgiens francophones regroupés au sein d'une société cambodgienne de chirurgie et qui organise des congrès chaque année. Malheureusement, ils sont en webinaire depuis 2 ans, comme dans beaucoup d'autres pays. Et l'élévation du niveau de vie des chirurgiens généralistes et spécialistes et d'autres spécialités, cardiologie, a largement facilité la modernisation des hôpitaux et a permis l'introduction de nouvelles technologies. Et donc, on peut dire que pour les gens qui s'occupent, et on s'occupe surtout de santé publique, c'est un formidable renforcement du système de santé pour le Cambodge. Alors là, quelques chiffres pour les autres spécialités. Alors, il y a 2 colonnes, le B2, parce que pour postuler pour un poste FFI en France via des FMS, des FMSA, il faut avoir un acquis qui s'appelle au niveau de la langue française le B2. Et l'autre colonne, c'est l'ensemble des gens qui ont été formés, mais qui ont le A1, A2. Et c'est donc très strict au niveau de la sélection au niveau de Strasbourg. Il faut le B2 et si possible le C1. Donc le total en 2020, c'était 901 FFI. Vous voyez toutes les spécialités, j'ai pas mis toutes. Et actuellement, pour la promotion qui vient d'arriver en 2021-2022, on dépasse 1000. Il y a eu d'autres coopérations qui sont faites après, très rapidement, parce que les 2 projets universitaires étaient les derniers avec des financements du MAE, le ministère de la Coopération ayant disparu déjà depuis longtemps. Et je parlais de ce que je connais un tout petit peu, et j'ai pu faire pendant 3 ans en Afghanistan, où c'était un accord entre les hospices civils de Lyon, l'Université de Lyon, l'Université de Kaboul et l'hôpital Ali-Abad. J'ai pu, en 3 missions, pouvoir recruter des francophones, parce qu'il y a un lycée francophone à Kaboul qui s'appelle le lycée Istiklal, et faire venir 11 jeunes spécialistes qui malheureusement, Alain Deloche en reconnaît au moins 2, qui malheureusement sont en France. Enfin, je ne sais pas sur Rassouli s'il est en France, mais enfin, ils sont tous malheureusement en France. Alors, je parlerai d'une question que je connais beaucoup moins, mais d'autres formes de coopération pour remplacer, puisqu'il n'y a plus de projets institutionnels. La coopération franco-mexicaine sur un sujet bien particulier, la transplantation hépatique, ça c'est un projet entre Lyon et le Mexique, mais surtout entre les académies de médecine de France et du Mexique et les académies de chirurgie. Et ce projet est différent des projets dont je vous ai parlé avant, puisque la coopération institutionnelle n'existe pas, mais a produit de très... Alors là, il y a un accord cadre entre les hospices civils de Lyon, l'Université Claude Bernard et l'Institut de sécurité sociale du Mexique. Et ceci a permis de faire venir en France 27 spécialistes. Alors, c'est pour la transplantation cardiaque que je connais extrêmement mal. Et donc là, il y a des chirurgiens, des anapathes,
etc., des immunologistes. Malheureusement, à cause du Covid, c'est arrêté depuis 2 ans, mais dans l'avenir, on vient de signer un protocole d'une reprise des échanges avec 8 nouveaux médecins mexicains qui vont arriver. Bien entendu, je cite quelques projets et quelques réalisations, initiatives. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Et mon ami François Fons vous parlera des OPEX, qui est aussi une autre forme, mais vraiment une coopération encore institutionnelle, mais quand même limitée pour ce qui est des populations. Et puis, Alain Deloche, de l'Institut français de Kaboul. Alors, au début du XXIe siècle, disons que la santé, pour les décideurs, il y a eu le rapport Gentilini qui malheureusement n'a pas abouti puisqu'il demandait à maintenir une centaine d'assistants techniques à des postes un peu stratégiques comme conseiller du recteur. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et maintenant, les projets sont multilatéraux et, disons pudiquement, en langue internationale, puisque nous sommes ici pour la chirurgie francophone. Et ils sont conformes aux OMD, pour ceux qui ont eu le temps de lire les OMD, et les ODD. Les ODD, c'est la recommandation numéro 3, c'est-à-dire le bien-être et la bonne santé. Mais heureusement, et ça vient des États-Unis, en particulier de la chaire de santé mondiale, Global Medicine, du professeur Farmer, qui a eu l'appui de la Banque mondiale. Et donc, il y a eu ces fameux textes d'à peu près 100 pages qui apparus dans le Lancet. On essaye de défendre une chirurgie de qualité à temps et abordable, la Global Surgery. Et c'est très important parce que finalement, ces études qui ont été faites par des centaines d'économistes de la santé, banquiers, c'est très important, ont pu montrer que 2 milliards d'habitants, parce qu'on parlait tout à l'heure de gynécologues, de sages-femmes, etc., mais 2 milliards d'habitants n'ont pas accès aux sages-femmes, n'ont pas accès aux médecins. Il y a un manque complet de la chirurgie. Et il y en a 3 milliards dans le monde qui bénéficient, entre guillemets, d'une insuffisance de la chirurgie, c'est-à-dire vraiment la chirurgie, comme on dirait, presque essentielle. Et ils ont pu montrer, ça c'est important avec la Banque mondiale, que si on réarmait, si on développait les ressources humaines, et il n'y a pas que dans les pays dits sous-développés, eh bien, si on ne réarme pas et si on ne redéveloppe pas la chirurgie, et c'est ce qu'ils essayent de mettre dans ces textes de la Commission, le PIB va baisser de 3%. Et que le coût, c'est ce qui est là-dedans, et on pourrait en discuter, ce serait trop long ici, et que le coût pour réarmer, redévelopper la chirurgie, les sages-femmes, les anesthésistes, parce que c'est toujours SOA, Surgeons, Obstetricians and Anesthesiologists, eh bien, on arriverait à remonter le PIB de 3%. Donc, c'est aussi une coopération bilatérale, présentielle, limitée dans le temps. Je vais donner quelques exemples. Alors, au Rwanda, j'ai eu l'occasion, grâce à mon ami Resnikov, qui m'envoie des articles régulièrement sur tout ce qui se fait, puisqu'il est un ancien de l'OMS. Vous voyez un pays comme le Rwanda de 12 millions d'habitants, 26 000 km², upscaling, c'est-à-dire une remise à niveau. Alors, ce projet, à la différence des projets de la coopération qui se terminaient jamais, là, ça c'était pour 7 ans. 172 millions d'USD, ça dépassait largement. Et le but, c'était un projet holistique, c'est-à-dire les médecins, le paramédical et l'administration de la santé. Alors, j'ai eu un texte 5 ans après, qui est apparu dans cette revue. Vous voyez que le nombre d'infirmières, grâce à ce projet, il y avait 100 assistants techniques venant des meilleures universités américaines, anglaises et israéliennes. Eh bien, vous avez le chiffre des infirmières qui est multiplié par 5, vous pouvez le lire dans cette revue, les médecins multipliés par 5, et ça c'est au bout de 5 ans, je ne sais pas, le bilan au bout de 7 ans n'est pas encore sorti, j'ai essayé pour la réunion d'aujourd'hui, mais je l'ai pas trouvé, et puis je crois qu'il n'est pas encore été publié, puisqu'on arrive à la fin du projet. L'administration, 150. Vous voyez, c'est un projet holistique dans un pays de 23 000 km². Alors, c'est un projet ambitieux de formation des personnels holistique de santé au Rwanda après une guerre civile et une tragédie terrible.
Il y a d'autres initiatives en cours actuellement, en Libéria, en Sierra Leone, en Zambie, mais vous voyez, c'est surtout dans les pays dits anglophones. Et on s'occupe non seulement de la formation, mais de l'équipement, des ressources humaines, etc., etc. Théoriquement, en 2020, ces projets doivent terminer au ministère de la Santé. Est-ce qu'il y aura besoin d'être extérieur? Certainement. Donc, ce projet est aussi un projet de politique d'influence, car tous les médecins étaient formés au Rwanda en français. Actuellement, tout l'enseignement est obligatoirement en anglais. Voilà le projet pour la Zambie, qui est en cours, qui doit être presque terminé, mais pour 2 fois plus d'habitants. Alors là, ça s'arrête. Pardon. Alors, on revient un petit peu rapidement sur le Cambodge, mais c'est la même chose pour l'Afrique. Inquiétude actuelle sur la présence de la chirurgie francophone, arrêt des derniers crédits institutionnels, arrêt des missions d'enseignement, compétition internationale, etc., etc. Ça, c'est une photo prise du côté de Cratier, pour ceux qui connaissent, pas loin du bord du Mékong. Eh bien, l'espoir, c'est quoi? Ce sont ces listes publiées par le ministère de la Santé de la France et des Solidarités, avec les DF. Alors là, c'est la liste des postes libres. Alors, je sais pas, 70 en radiologie. Enfin, c'est un peu petit pour voir. Mais en gros, à l'époque, il y avait, c'était pour l'année 2018, il y avait 683 postes. Ces stagiaires, on s'en occupe avant, puisque en ce qui concerne le Cambodge, ils ont le DES, bien entendu, tout le monde a le DES. Après, ils rentrent dans leur système, ils reprennent tous une activité comme spécialistes. Et ce qui est très important pour maintenir un certain état d'esprit, c'est que, on appelle ça les alumni, ils sont très attachés aux relations qu'ils ont eues en France dans les CHU. Certains ont passé 3 ans. Il faut continuer avec des congrès, des séminaires. Et il y a un exemple que je donne puisque je suis à l'Académie de médecine, c'est qu'il y a actuellement un webinaire tous les mois entre l'Académie de médecine et les professeurs de l'Université des sciences de la santé. Donc c'est vraiment un exemple de continuité. Là, c'est la liste 2021-2022, donc c'est assez favorable pour la chirurgie francophone, puisqu'il s'agit là de 1184 postes, plus de 100 FFI des pays maghrébins et du Liban, en une cinquantaine, il y en a 58 ou 60 de RDC qui viennent en France. Alors ça, c'est montrer l'attractivité, car j'ai eu ce texte grâce à M. Vicenne qui dirige le DFMSA à Strasbourg. Et vous voyez que cette colonne, vous avez énormément de demandes, puisque vous en avez 4 fois plus pratiquement que de postes qui sont accordés, parce que ça dépend de la liste, bien entendu, du ministère de la Santé. Donc vous voyez, il y a à peu près 4 ou 5 jeunes spécialistes dans ces différents pays qui demandent à venir passer 1 année ou 2 années en France. Donc, il y a une très grande attractivité. Très demandée parce que, à travers le Cambodge, il y a très peu de postes cliniques, ou pratiquement pas dans les autres pays. Il y a de la santé publique, il y a de la biologie, il y a des post-doctorats, des postes, voilà, mais il n'y a pas de postes cliniques. Et donc, je pense. Alors, à côté des FFI, et c'est presque, on n'arrive pas à voir les chiffres, parce qu'il faudrait passer par les ARS, il y a aussi les stagiaires associés. Les stagiaires associés, c'est pour aller dans les CHR et les petits hôpitaux. Enfin, petits, c'est pas petit, mais où ils ont des très bonnes formations. Alors, conclusion. Les résultats du projet cambodgien 93 permettent d'espérer la poursuite, comme j'ai essayé de le démontrer, de la coopération bilatérale grâce à la formation complémentaire, spécialité dans les CHU en France, des FMS, mais il ne faut pas oublier les stagiaires associés qui représentent un chiffre certainement très important. L'idéal, bien entendu, ce serait que des échanges, que les internes français puissent aller. Mais quand on sait que les internes deviennent assez rares en France, ça devient difficile. Et puis après, il y a les problèmes de financement, etc. La deuxième conclusion, c'est que en France, la politique officielle, gouvernementale, votée par les parlementaires du CICID, s'appuie sur un texte qui a été écrit en anglais dans le Lancet par les plus grands décideurs
de la santé en France. Enfin, je parle au niveau des ministères, au niveau des parlementaires, au niveau des développeurs, disons. Et donc, on soutient essentiellement des projets multinationaux conformes aux OMD, aux ODD. Pour mémoire, le Fonds mondial, la contribution de la France, c'est 450 millions. Il faut quand même le savoir. 450 millions par an. Il y a des aides aussi au Gavi, je parle pour ce qui est de la France, puis je suis sur les francophones, United, etc. Donc je crois qu'il y a une place pour une coopération bilatérale peu coûteuse, présentielle, utilisant la langue française comme langue de travail. Le projet au Cambodge, c'est-à-dire si on additionne les FAC et les FSP, ceux qui ont travaillé dans la coopération savent ce que ça veut dire, c'est 12,5 millions pour 22 ans, pas par an, pour 22 ans. Et vous voyez quand même, il y a un certain nombre de retombées positives pour l'influence et la place de la langue française. Donc le dernier levier qui reste, la dernière arme d'accès militaire, eh bien, c'est le DFMS, DFMSA, stagiaires associés, etc., etc. Les assistants associés, les séminaires. L'objectif est double, renforcement des systèmes de santé. Et petite remarque, tous ces étudiants spécialistes qui viennent en France comme FFI, ils renforcent aussi le système français pendant 1 ou 2 ans. Il ne faut pas l'oublier, en particulier pendant la période du Covid, ils ont été très présents. Et donc, renforcement et développement d'une communauté médicale francophone, jeune, vivante, permanente, très compétente et sans cesse renouvelée, c'est l'avenir. Merci. Merci. Merci, cher Claude, de ce document historique très, très complet. Nous donnons la parole à Jacques pour quelques instants, puisque tu as utilisé l'essentiel du délai qui vous était imparti. Jacques, tu as la parole. Voilà, merci. Donc, je ne veux pas prolonger cet exposé très complet de Claude Dumurger, que je remercie de son aide qu'il m'a apporté lorsque j'ai travaillé au Cambodge, puisque quand j'y suis allé pour la première fois, il était en place et il m'a beaucoup aidé. Je voulais faire passer un message à vous tous qui êtes là. La question qu'on se pose, qui est posée dans le titre, c'est est-ce qu'il y a un avenir pour la formation francophone dans ces pays, en particulier au Cambodge? Je pourrais parler du Mexique si vous voulez. Pourquoi on peut en craindre que l'influence anglo-saxonne, et puis au Cambodge, les Coréens, les Chinois, les Japonais, remplacent peu à peu la France? Alors, le message que je veux vous faire passer, c'est que les Cambodgiens, les jeunes Cambodgiens que je connais bien, au passage, Étienne Tissot, nous en avons reçu 90 dans la région Rhône-Alpes, sont très motivés pour venir bénéficier de la formation française sur le terrain que nous leur donnons en France. Quand ils vont aux États-Unis, et je suis fellow du Royal College ou en Angleterre et autres, ils vont pas au bloc opératoire, ils vont dans les bibliothèques. Ça les intéresse pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est être sur le terrain. Et nous, les internes, comme vous le savez, ils vont très vite au bloc opératoire apprendre le travail pratique. Donc, ils sont motivés pour venir en France et en plus, dans nos CHU, ils reçoivent un salaire, Étienne, tu le sais bien, qui est de l'ordre de 1 600 € par mois, ce qui est quand même beaucoup pour eux. Cette motivation fait que, dès le début de leur formation, alors qu'ils n'ont pas appris le français à l'école, comme c'était avant la période des Khmers rouges, ils se forment au français, à leurs frais, à l'Institut français. Ils parlent bien, ils ont le niveau DELF B2 quand ils viennent en France. Maintenant, il y a quelques C1 et ils retournent au Cambodge, ce sont les alumni. C'est là-dessus que repose mon espoir pour qu'on puisse maintenir dans ce pays l'influence de la France. Sinon, c'est pas sur les crédits. Nous n'avons plus d'argent pour continuer la formation. C'est sur nos esprits, c'est-à-dire notre motivation à nous qui sommes des harkis de cette formation à la française dans ces pays, qu'on pourra maintenir la présence de la France au Cambodge. Au passage, et j'en finis, j'ai été frappé par le haut niveau maintenant de certains services de chirurgie, en particulier au Cambodge, en traumatologie. Et je pense que quelques internes français bénéficieraient beaucoup de stages dans ces pays, si le système le permettait. Étienne, tu pourrais dire 2 mots là-dessus. Et
je pense que des échanges dans les deux sens seraient un élément important pour maintenir cette formation francophone. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut donc que l'on garde cette animation dans nos CHU qui attire tant les étrangers, car il y a, en dehors des Cambodgiens, d'autres pays du monde qui viennent bénéficier de cette formation. Merci. Merci beaucoup, Jacques.